très bien heureux. J'ai jamais été aussi déçu de ma vie. I'm going to keep them out of this house. I'm going to blow my brains out right on this program. Yeah, the old gods aren't dead. And what of the true God? He's dead. They call him Silence because wherever he goes, the silence of death follows. Talk radio! It's the last neighborhood in town. People just don't talk to each other anymore. Let's go to the first caller. I don't know my way home. That's okay. I don't either. The day will come for you, Barry. And there will be a reckoning. Yeah, it's HotSpot. And I'm just one punch away. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Et bonjour. Salut Jean-Michel. Bonjour. Bonjour Francis. Ça va bien? Ben ouais, toi? Salut nos auditeurs. Bonsoir à tous. Ah, bonsoir. En ce merveilleux dimanche, tout le monde, vous écoutez Les 7e Antiquaires. Et aujourd'hui, on parle de Performance. On parle de Performance, un film qui est une co-réalisation entre deux réalisateurs, Nicholas Roeg et Donald Cammell. On parle aussi d'un film qui est un manifeste occulte de la contre-culture des années 60, extrêmement dangereux pour l'esprit. Donc, préparez-vous, cette émission ne sera pas télévisée. Non, pas du tout. Vous ne verrez pas d'images, vous n'entendrez que des sons. Êtes-vous prêts? Oui, moi je suis. Nous sommes prêts. Allons-y, Jean-Michel. Donc, 1968, production britannique, en fait, de la convergence de deux grands esprits. En fait, pour les personnes qui ont suivi depuis longue date le 7e Antiquaire, on a déjà discuté de Don't Look Now du réalisateur Nicholas Roeg. On a aussi discuté de Walkabout de Nicholas Roeg. Et en conséquent, on a aussi parlé de Demon Seed de Donald Cammell. Donc, plusieurs, en fait, définitivement une convergence d'esprit. Oui, deux réalisateurs aussi qui ont défrayé la chronique durant la contre-culture des années 60. Évidemment, pour ceux qui connaissent pas Nicholas Roeg, comme on le disait tout à l'heure, c'est le réalisateur, le deuxième film de ce réalisateur, c'est Walkabout. Le film on a déjà parlé largement de ce comédien-là aussi dans l'émission, le comédien aborigène australien David Gudpilil, qui est un rituel initiatique sur fond de Outback australien. Il a fait aussi The Man Who Fell to Earth, un film dans lequel David Bowie joue un extraterrestre asexué avec les cheveux rouges. Les cheveux rouges, n'est-ce pas? Bad Timing. Et Nicholas Roeg est un petit peu disparu de la chronique depuis quelques années. Il faisait beaucoup de télévision, il a fait beaucoup de cochonneries. Mais l'année dernière, il a été de retour avec le fameux film Puffball, qui a eu un certain succès critique. Un retour aussi de son travail avec Julie Christie. Tout à fait. C'est ça. Et Donald Cammell, c'est pas bien compliqué. Monsieur Donald Cammell est mort. Il s'est suicidé après que le studio qui voulait distribuer son dernier film fait en 95, Wild Side, avec Anne Heche, Joan Chen et bien sûr l'immortel et le ténébreux Christopher Walken. Quand le studio a décidé de changer le montage du film de Cammell l'a extrêmement mal pris. C'était un individu très intense que ce Donald Cammell, un génie aussi, hein. En l'occurrence, je sais pas si tu es au courant, Jean-Michel, mais c'est un child prodigy. Donald Cammell, c'est quelqu'un qui arrivait à l'âge de 8 ans à faire des copies de peinture parfaites. Donc il vient d'un milieu très favorisé, très artistique, et il est en fait l'incarnation vivante de l'artiste maudit. Quand ils ont changé le montage de son film, il s'est tiré une balle dans la tête et la rumeur. Oui, la rumeur, il y a une histoire, on ne sait pas si c'est une légende ou non, elle est démentie et elle est parfois renforcée par d'autres individus. La rumeur aurait voulu qu'il n'est pas mort sur le coup et qu'il a demandé à sa femme qui a trouvé son corps en train de se vider de son sang après s'être tiré une balle dans la tête d'apporter un miroir pour qu'il puisse se voir agoniser. Dans l'optique du film dont on est en train de parler, c'est très épeurant cette observation-là parce que le comédien, c'est-à-dire le réalisateur, Donald Cammell, c'est deux des thèmes prépondérants qui sont traités, deux des objets, deux des artefacts symboliques qui sont traités à récurrence dans le film dont on va parler, c'est-à-dire la balle de l'arme à feu et le miroir. Il y a un personnage dans le film qui meurt exactement comme le personnage lui-même s'est suicidé. En l'occurrence, moi je pense que selon les inflexions mystiques que le film a pris, je pense que Donald Cammell ne s'est pas suicidé, pas selon la perspective borghésienne que cet homme-là avait de la réalité. Je pense qu'il a décidé juste de changer de fréquence, si on peut dire ça comme ça. Je pense que c'est comme ça que lui il le voyait. Et vous allez
bien nous suivre, si vous nous suivez bien, vous allez voir où est-ce qu'on s'en va avec cette émission. All right. En fait, il y a une très belle citation qu'on retrouve sur le DVD. On dit que Performance, c'est la convergence entre Nicholas Roeg's eye et Donald Cammell's mind. Oh, shit, c'est bien dit. Je suis tout à fait d'accord. Ça. Très, très beau. Et en fait, c'est ça. C'est une première réalisation pour les deux. Première interprétation pour le musicien et pop star Mick Jagger. Et aussi un des derniers rôles importants, mais un rôle très, très marquant pour James Fox. Ah, c'est important de mentionner quelque chose à propos de James Fox avant qu'on vous parle plus profondément de ce de quoi le film parle. Initialement, le film devait être une espèce d'outil, une espèce de véhicule vide pour faire la promotion d'un pop star. Ils avaient l'intention de faire un film de Beatles. Ils se font, regarde, on va faire un film british, tout branchouillard, dans lequel on va faire contre-culturel, mais pas trop provoquant. Un film qui s'inscrit dans la tradition qu'on appelle les swinging British movies. Exactement, comme justement Help et Hard Day's Night, là, le film avec les Beatles, n'est-ce pas? Et c'est quoi les films? Bon, ça va me revenir, là, mais il y en a un autre. Mais c'est finalement pas du tout le film que Cammell et Roeg ont servi au public et aux studios. Ils ont terrorisé les studios. Surtout que monsieur, le comédien principal, James Fox, est important d'en parler. Ils avaient l'intention de prendre Marlon Brando pour lui donner le rôle principal du gangster qui joue dans le film, que James Fox joue dans le film. James Fox, c'est un comédien british extrêmement élégant qui est en train de décoller à ce moment-là durant la fin des années 60. Il lui donne un rôle de gangster et monsieur Fox s'est préparé de façon exhaustive, jusqu'au slang. Le slang british qu'il utilise est impeccable. Ah, c'est une immersion complète de la part de l'acteur dans le domaine. Il a même disparu pendant 1 mois. Ah, il est disparu. Après ce film-là, il n'a pas joué au cinéma pendant 9 ans. Ouf. On en reparlera plus tard, mais ce film-là a profondément abîmé la perspective que le personnage, que l'acteur avait de la réalité. Et on peut pas être plus dans le vif du sujet avec la mort hier de Heath Ledger. On est en train de voir des jeunes comédiens. On parle de jeunes comédiens qui ont fait une immersion extrêmement intense dans la psyché d'un personnage qui est extrêmement troublé et complexe. Et peu de temps après, dans le cas de James Fox, il s'est complètement retiré. Dans le cas de Heath Ledger, moi, je soulève la question, est-ce que la réalité a rejoint la fiction? Est-ce que Heath Ledger a été contaminé par la folie, la super folie ou la super sanité d'esprit dans un monde fou que le personnage du Joker? Moi, je pense que oui. Je pense que Heath Ledger, c'est probablement, elle est beaucoup trop loin. Ça l'a créé une suite de battements d'ailes d'un papillon qui l'a emmené là où il est. Et James Fox, c'est la même chose. Et c'est en quelque sorte une thématique du film qui est très importante. Mick Jagger cite très allègrement durant tout le film plusieurs philosophes, dont Antonin Artaud. Et une des citations qui est utilisée d'Antonin Artaud dedans, c'est le très fameux « la seule performance » qui fonctionne, qui réussit. Et celle qui mène à la folie. À la folie, oui, tout à fait. Le thème est prépondérant. Le thème dans ce film-là de la brisure de l'identité, du fracas de l'identité, qui est apporté par la transcendance de la création artistique. Le lien qu'il y a entre la création dans l'art et la destruction aussi, le lien qu'il y a entre la mort et la création est très tenu dans le film. Et d'ailleurs, cette idée-là que les vrais artistes, ceux qui vont loin, sont fous, comme le disait Jean-Michel, c'est un thème qui est prépondérant. À un moment donné, il y a un des mafieux, un des boss qui dit du personnage principal de Chaz, joué par James Fox, « He's a nutcase like all artists ». Il est complètement dingue comme tous les artistes, et c'est ce que ça prend. En fait, l'émission tombe un peu dans un moment de convergence par rapport à ce sentiment-là. La performance, en quoi est-ce qu'une performance soutenue peut nuire à la santé mentale et en quoi est-ce que on peut déterminer un vrai artiste. On s'entend qu'il y a 3 semaines à peine, on faisait une rétrospective sur la perte un peu de l'idéologie artistique derrière le cinéma. Et maintenant, avec Performance, on vous offre on est dedans, là, on est une performance. Exactement. Je pensais là-dessus. Ça te faisait penser, on en avait parlé, Jean-Michel, la semaine dernière, à l'article, à la chronique qu'a fait Foglia sur le cinéma, où il disait que le cinéma a atteint une espèce d'apogée technique. Il y a vu plus d'une centaine de films, il disait cette année, alors qu'il n'en voit pas beaucoup. Le cinéma a atteint une apogée technique. Les comédiens sont exceptionnels, la réalisation est impeccable, mais qu'il y a une espèce de vacuité thématique et que les films ne sont plus dangereux. Ils vont plus chercher l'auditeur dans une zone où son intelligence est plus que simplement provoquée. Elle est littéralement graffinée, égratignée. On pousse l'intelligence du spectateur dans des retranchements où il est forcé de se débattre contre l'œuvre. Évidemment, ça n'a plus la cote des œuvres comme ça aujourd'hui. Il y en a encore, mais c'est souvent des films qui sont relativement indépendants. Mais durant les années 60, comme on l'a toujours dit, particulièrement aussi les années 70,
ces films-là, il y en a eu, et c'est absolument exceptionnel à quel point ces films-là sont devenus des films cultes. Mais, justement, Jean-Michel, quand on parle de films cultes, tu sais, je trouve qu'on utilise l'expression film culte un petit peu à toutes les sauces, alors que l'expression, elle va à merveille à performance. En ce sens que le film est devenu un culte. Il y a des gens qui regardent le film avec une perspective qui est proche du culte, qui est de l'adoration, de la réflexion philosophique puis de la méditation. Mais c'est un film aussi qui est occulte. Donc, là, le terme culte dans film culte, ça s'aborde mieux, je trouve. En ce sens que le film, est un rituel. D'ailleurs, le titre performance est à 6 degrés. Un performer dans le slang british des gangsters, c'est un gangster, un fier à bras qui est là pour casser des jambes et tuer du monde pour un mafieux. On appelle ça un performer. Et c'est le rôle de James Fox dedans. Oui, qui joue un gangster. On vous résume le film dans quelques instants. Ça s'en vient. On parle d'une performance artistique, celle que le personnage de rockstar déchu de Mick Jagger faisait avant, mais fait aussi encore dans la vie. On parle aussi de la performance de James Fox qui joue ce performeur-là, mais en même temps qui se fait passer pour un jongleur. Exactement. Donc pour quelqu'un qui performe dans un cirque. D'ailleurs, tous les personnages font une performance à multidegrés dans ce film-là, mais on parle tout particulièrement de la performance. C'est une performance, c'est le rituel préparatoire pour un sort. Un sort, oui. Exactement. Une pratique occulte. Exactement. Et c'est ce que le film tout particulièrement est. Le film montre un rituel occulte, à peine déguisé, mais très, très maniéré et subtil, où l'identité des personnages va être complètement écrasée, décomposée. On parle d'une manifestation claire. En fait, quand tu dis à peine déguisé, je crois qu'il n'y a pas de déguisement. C'est ce qui fait que le film est si unique. Non, pas c'est du tout. qu'il n'y a aucun voile par-dessus nos yeux. Il y a juste tellement de profondeur, il y a tellement de degrés que ce film-là se prête à une lecture extrêmement riche et stimulante. Oui. Mais c'est d'abord et avant tout la destruction complète de l'ego, l'ego freudien d'un individu. Le démantèlement de l'ego est définitivement un les jeux de miroir qu'on s'impose dans notre perception de la réalité. Oui, absolument. D'ailleurs, le film a une omniprésence et de miroirs figurés et de miroirs véritables. Et il y a beaucoup de jeux de miroir dans ce film-là, digne des jeux de miroir de Citizen Kane. Oui, des jeux de miroir de M. Night Shyamalan. Non, OK. Mais en fait... Donc, on résume le film? Oui, il faudrait... Est-ce que tu allais dire quelque chose? Non, j'allais bâtir sur encore de la tergiversation, donc on va y aller pour... Il n'y a aucun problème. Le film. Résumons le film, mon cher Jean-Michel. L'histoire, c'est pas compliqué, ça parle d'un gangster. Qu'on a parlé, James Fox. James Fox, qui s'appelle Chaz. C'est un gangster extrêmement psychopathe. Il est d'ailleurs extrêmement sadomaso. Son dos est couvert de slash, de graphines, de fouet, de coups de fouet, n'est-ce pas? Et il est complètement... Il est kinky, il est brutal. C'est très difficile de savoir elle est où sa sexualité. Elle est très ambiguë. Il aime visiblement faire souffrir. Il aime qu'on le fasse souffrir aussi. Il est très violent, mais c'est un homme d'une grande intelligence. C'est vraiment pas un imbécile, le personnage qui joue là-dedans. Et malheureusement, il est tombé en disgrâce dans le film auprès d'un de ses employeurs. C'est un mafieux, un gangster, un chef de bande qui s'appelle Harry Flowers, qui est pédophile et homosexuel. Et Harry Flowers aime beaucoup avoir Chaz de son côté comme homme de main parce que Chaz est efficace, violent et très dangereux. Or, des fois, Chaz va trop loin. Et ça peut nuire à l'organisation, ça peut nuire aux scènes d'équipe. Ouais. Donc, il a posé un geste dans le film, en désobéissant aux ordres, qui fait que Harry Flowers et sa bande se disent qu'il est peut-être temps de se débarrasser de Chaz. Chaz est probablement un peu trop dangereux. Mais c'est vraiment malheureusement sous-estimer les ressources de ce gars-là, qui trouve le moyen non seulement de se débarrasser très violemment. Faut vous compreniez que ce film-là, à l'époque, la démonstration de la sexualité à l'écran et de la violence, c'était du jamais vu. Hein? Oui. En plus, la technique et la façon que Roeg visualise et le démontre, la caméra, comment qu'elle est, on en avait déjà parlé avec Don't Look Now, et pour les personnes qui auraient vu Don't Look Now, mais qui n'auraient pas vu Performance, on a en quelque sorte la même relation sexuelle au début. Oui, tout à fait. Ça s'ouvre sur une relation sexuelle aussi. Torride, un mélange de corps, une espèce d'alchimie de la chair. Un peu Cronenbergsque. Ouais, absolument. On parle vraiment d'une espèce de méta-chair, là, une chair qui est
coupé, déchiré, transfiguré. En fait, de toute façon, ça tombe bien avec le thème du film. C'est un film sur les British étaient très forts à cette époque-là sur le thème de la transfiguration, de la transsubstantiation aussi au cinéma. Les processus cinématographiques servaient à ça. Ouais. Donc, on a ce mafieux-là qui se visualise un petit peu lui-même comme un artiste de la souffrance et de la cruauté, qui doit se cacher. Il sait très très bien que les mafieux vont le poursuivre et le tuer si jamais il réussit pas à se cacher. Il entend une conversation dans une gare et il sait qu'il va pouvoir se cacher dans un sous-sol d'une villa qui appartient à un rockstar qui s'appelle Turner, qui est joué par Mick Jagger, premier rôle au cinéma. Il est fulgurant, Mick Jagger. Les producteurs en revenaient pas parce que Mick Jagger apparaît après 45 minutes dans le film. Eux autres, ils s'attendaient à une espèce de film rock and roll avec Marlon Brando. Ce qu'ils ont eu, c'est un film expérimental qui est un mindfudge total, qui est vraiment pas bon pour les esprits qui sont pas avisés, où t'as du sadomasochisme et de la violence verbale et physique, et où le personnage de Mick Jagger, émule total du mouvement sex, drug and rock and roll, est un chaman. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'autant que ce n'était pas du tout ce qu'il prévoyait, c'est exactement qu'est-ce qui est devenu notre image de ces groupes-là. En fait, on pense à tout ce derrière occulte, ce derrière mystique qu'on a avec les Rolling Stones, évidemment, mais je pensais beaucoup à Led Zeppelin. Comment que Led Zeppelin ont toujours utilisé des imageries occultes excessivement puissantes. Oui, tout à fait. Et ça comme, en quelque sorte, le film a sacralisé cette espèce d'image du mystique rock and roll star. C'est chouette que tu dises ça, Jean-Michel, je suis d'accord avec toi. Le film aurait pu tomber très facilement, tu sais, dans la surenchère des valeurs hippies. Oui. Puis dans la surenchère des valeurs du sex, drug and rock and roll. Mais c'est pas le sex, drug and rock and roll de base qui est traité dans ce film-là. C'est le sex, drug and rock and roll comme outil de transcendance, comme outil de c'est le sexe tantrique, c'est les drogues hallucinogènes. C'est toutes les connexions à faire avec l'occultisme et le renouveau. Particulièrement, c'est intéressant parce que l'occultisme, la pratique de la magie et de la sorcellerie, et des nouveaux mouvements de magie et de sorcellerie comme la magie du chaos, la pratique de la magie chaotique, s'est implanté justement au début des années 60 en Angleterre. Donc, évidemment, c'est un bastion à cette époque-là qui pullulait de ces espèces de révolutions culturelles, mais dans lequel l'occultisme avait sa part, une part extrêmement importante. Donc, en ce sens, performance, le réalisateur a fait un rituel occulte en faisant le film, mais le film lui-même est un sort. Exactement. On s'éloigne du sex, drug and rock and roll qui mène au nihilisme et on va au sex, drug and rock and roll qui mène à la transcendance. À la gnose. Oui, tout à fait, à la gnose. C'est ça, c'est vraiment le... Oui, non, c'est bien que tu soulèves cette observation-là, Jean-Michel. Tu parlais de magie du chaos. Oui. L'observation qui m'est venue, moi, par rapport au film, c'est qu'en fait, on a toujours, tu l'expliquais, il y a des moments, il y a des étapes dans un sort, et en quelque sorte, pour moi, Chaz, dès le début, est une civilisation. À la base, lui, il est une projection de volonté. C'est un gars excessivement explosif. C'est un gars qui est ignifuge de sa spiritualité. Il est pétant, il explose, et il est probablement le moteur de ce sort-là. Il est la force de projection qui est nécessaire. Ben pour expliquer le fait que Jean-Michel est en train d'élaborer, qui est tout à fait approprié, il faut finir évidemment juste le résumé du film. Excuse-moi. Et juste expliquer que le personnage de gangster de James Fox se fait passer pour un jongleur, il se teint les cheveux en rouge et il décide de rentrer plus ou moins par effraction dans le sous-sol de la villa, le sous-sol que Mick Jagger, le personnage de Mick Jagger, veut louer. Alors dès que le personnage est dans la maison, Mick Jagger, qui est un rockstar déchu, qui a eu un moment de gloire immense au milieu des années 60 et qui est arrivé à une espèce de vide de création et qui est en train de flirter avec la folie, qui vit tout seul en réclusion avec une Française androgyne, une femme british très sexuelle avec des graves problèmes de drogue, n'est-ce pas aussi? Et l'enfant d'une des deux, on sait pas c'est qui, un petit garçon qui est habillé en femme, mais c'est intéressant parce que le petit garçon, qui est lui-même un jeune garçon issu d'un milieu gangster british, il y a le slang hallucinant d'un Ray Winstone en miniature. Ben ce petit garçon-là, son identité elle est fluctuante à cause qu'il n'est pas élevé par des gens qui essaient de fixer son identité dans des paramètres ou un statu quo. Donc le petit gars lui-même, il est pas très au courant de sa propre identité, n'est-ce pas? Des fois, il joue les femmes de ménage. Il est habillé comme une servante. C'est un petit peu troublant. Il appelle le personnage de Chaz Dad.
Oui, tout le long mais du c'est pas film. son père. Ben, du moins, on saura pas si c'est son père dans le film. C'est pas possible de savoir. C'est peut-être mais c'est pas important. En quoi est-ce que ça serait son père? C'est ben trop coïncident. Ça pourrait être son père biologique, mais ça pourrait être juste son père mental, son père choisi psychologiquement. Oui. Là, il y a la figure paternelle dont il a besoin. Donc, oui, à partir absolument. du moment où James Fox, le personnage de James Fox, Chaz, arrive dans ce sous-sol-là, le mystique éthéré qui est devenu le personnage de Turner le sent et ne veut pas de lui. Non, absolument, il y a un refus immédiat. Il y a un refus, mais d'un autre côté, il attendait quelqu'un comme Chaz depuis longtemps. Alors, à partir de ce moment-là, après 1 heure, le film devient une joute verbale qui est scénarisée par un génie. Ok, les lignes de ce film-là sont. Il n'y a pas de niveau de dialogue. J'ai jamais vu un film de toute ma vie que ce niveau-là de dialogue. Mm-hmm. Les dialogues sont des claques dans la face, bâtis avec extrêmement d'acide. C'est comme des espèces de petites bulles de poison prêtes à exploser. Le langage est extrêmement cinglant dans le film, ce qui est un peu paradoxal parce qu'on montre aussi le vide du langage. À quel point le film n'est pas juste une déconstruction de l'ego et de l'identité, c'est une déconstruction des codes du langage. 2001 n'a fait que ça. Performance essaie de travailler, peut-être pas dans les mêmes zones, mais dans les mêmes thèmes que 2001, l'Odyssée de l'espace. Il y a quand même quelque chose à dire ici que Performance aurait amplement pu être réalisé, mais en fait, par Kubrick. C'est ça, le travail égal, le travail de Rugg et de Campbell égale celui de Kubrick. Je suis d'accord. C'est intéressant que tu dises ça. Je trouve que le film a rien à envier à Kubrick, tout à fait. Absolument pas. Oublions pas que ce film-là est sorti avant l'Orange Mécanique. Et pour moi, c'est clair que Kubrick a vu Performance avant. Oh, le film a été réalisé en 68, mais la MGM a tellement chié dans ses culottes par rapport à ce film-là. Ils ont tellement eu peur quand ils l'ont vu, surtout que Monsieur Donald Cammell avait complètement changé le montage, qu'ils ont sorti le film sans tambour ni trompette en 70. Personne, comme 2001, à l'époque, aucun critique a aimé le film. Mais comme 2001, tranquillement pas vite, les gens à qui le film s'adressait ont découvert le film, les salles ont commencé à se fréquenter de plus en plus, et comme 2001, au plus pur sens du terme, Performance est devenu un film culte. Et c'est ça qui fait que ce film-là est excessivement dadon pour une émission comme le 7e antiquaire. Oui, en fait, comme c'est une émission qui essaie d'aborder le cinéma sous une perspective un peu philosophique, le cinéma comme outil de réflexion philosophique, c'est précisément ça qu'un film comme Performance essaie de faire. Pauvre Donald Cammell, aussi quand j'y pense, qui a fait 2 films qui ont été faits avant des films qui sont devenus cultes, mais qui ont connu le succès après. En fait, son dernier film, celui pour lequel il s'est suicidé, Wild Side, a été exploité par les studios comme une espèce de tarantinade sur le déclin. Le film est sorti après Pulp Fiction, puis il a été exploité, il a été packagé de la même façon qu'un film de Tarantino, mais le film était fait avant. Ouais. Le film a été fait avant. Ce film-là aurait pu être le Pulp Fiction avant Pulp Fiction. J'ai l'impression que dans Alcaman, ça a été une série de rendez-vous manqués comme ça, en quelque part avant qu'il se suicide. Chaque fois qu'il a fait un film, les films étaient trop provocants et ils ont été ostracisés par la production. Assez pour qu'un génie se tue. Oui, assez. Quelqu'un qui est toujours là 2 ans à l'avance. Oui, exactement. Avec son film d'horreur, Demon Seed, c'est exactement... D'ailleurs, je pense à Demon Seed puis aux corrélations qu'il y a à faire entre ce film-là et 2001, l'Odyssée de l'espace, qui sont 2 films très similaires, même si Demon Seed est un film d'horreur. Il y a des réflexions qui sont faites sur l'homme et la machine qui sont relativement les mêmes que dans 2001. Les liens à faire entre Kubrick et les films de Donald Cammell sont immenses. Un point tel aussi, et ça va nous intégrer un peu par rapport à qu'est-ce qu'on veut explorer dans Performance, c'est la convergence des arts. Oui. Il y a une application de la peinture, il y a une application de la photographie, de la musique et la musique, du costume, l'éclairage. Aussi. Il y a un travail conscient de l'éclairage que l'on voit. Oui, il y a une espèce de plénipotentiaire dans le film de l'exploitation de plein de formes d'art et qui sont très très bien utilisées à l'écran avec beaucoup d'inspiration. On pense à Jodorowsky. Absolument. Évidemment, je sais pas personnellement si Performance a fait le beau jour des grindhouse puis des cinémas, des after night movies, mais il me semble qu'il fitait là. C'était sa position. Il me semble que Performance devait être un film qu'on voit avant un Jodorowsky. C'est la même année que El Topo, hein. Donc, c'est encore, puis El Topo parle exactement des mêmes thèmes.
est important, évidemment, vous le savez, on n'a pas besoin de vous contextualiser par rapport à la contre-culture des années 60. Cependant, ces films-là ne vont pas juste faire l'apologie de la contre-culture, elles vont dans une zone occulte, elles vont dans une zone de provocation pure. La psychologie et la psychiatrie étaient remises en question à ce moment-là. On redécouvrait des philosophes. C'était le moment du règne de Timothy Leary, le gourou du LSD. D'ailleurs, Jean-Michel, une petite observation, le personnage de James Fox, le gangster dans le film, celui justement le personnage avec lequel Chaz, le personnage qui a une guerre de mots, d'esprit et de concepts avec le personnage de Mick Jagger. Après le film, il a pas joué pendant 9 ans au cinéma. Il est revenu complètement lavé, born again Christian, totalement freak. Le personnage a été affecté. Il faut dire que tout le long sur le plateau de tournage, il était complètement drogué au DMT. Oh ouais. Ben là, ça devient intéressant. Si on parle de cette drogue-là qui est le DMT, qui est une drogue particulièrement importante et emblématique dans les années 60, parce que c'est les drogues avec lesquelles l'ethnobotaniste Terence McKenna a fait ses expérimentations. Terence McKenna qui est aussi un philosophe des médias. Ouais. Il y a des corrélations à faire et en fait, il y a des liaisons à faire avec toutes les grandes figures de l'occultisme des 40 dernières années dans ce film-là. Étrangement, je suis d'accord avec toi, surtout un bonhomme comme Terence McKenna, on pense aussi à Carlos Castaneda, qui était lu à cette époque-là et qui est en train de redéfinir avec ses réflexions chamaniques, philosophiques, la façon avec laquelle on voit l'identité et la réalité. Et le zen s'américanisait. Il y avait l'apparition d'une espèce de zen occidental qui se faisait. L'influence des Beatles avec l'Inde. Mais autant qu'on en parle, il n'y a aucune figure mystique, artistique plus importante que celle de l'auteur Borges dans le film. Qui est omniprésent dans le film. Oui, tout à fait. Kamel et Nicolas Roeg avaient lu Borges à cette époque-là. Pour contextualiser les gens, vous connaissez probablement Borges. Avant de se rendre à Borges, j'arrêterais. On parlait de musique. La musique dans le film couvre la plus importante distance, j'ai l'impression. On se rend de Robert Johnson et on se rend jusqu'au l'utilisation de la première console Moog. Le compositeur de la musique de ce film-là, c'est pas n'importe quoi, Jack Nitzsche. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Nietzsche, ce gars-là, d'ailleurs, parce que Nietzsche est omniprésent dans le film. Oui, exactement, il y a une forme de musique américaine vieille versus une forme de musique américaine tout à fait récente, mais je veux juste contextualiser l'utilisation de la musique de Robert Johnson dans le film. Pour qu'on puisse aller immédiatement. Puis on va vous faire écouter l'extrait, en l'occurrence de la tune. Au moment où le huis clos et la bataille de verbes et de mots et de manipulation et de jeu d'esprit s'installent entre le rockstar et le gangster, au moment où les deux se rendent compte que finalement ils sont pas très différents l'un de l'autre, ils sont des artistes en quelque part, chacun selon leur perspective respective. Ce sont des artistes torturés. Ils ont des démons et ces démons-là sont les démons qui les forcent à créer, qui les poussent à créer. Oui. Quand Mick Jagger voit le personnage de Chaz, il initie un processus occulte pour briser et s'approprier la personnalité du gangster qui est rentré dans sa cambuse, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, j'ai remarqué dans le film qu'il commence le rituel, évidemment c'est très subtil, il commence le rituel occulte en jouant une chanson du bluesman, le roi du Delta Blues, un bluesman des années 20 et des années 30, Robert Johnson, une légende. Jean-Michel, veux-tu expliquer à nos auditeurs pourquoi Robert Johnson est une légende? En fait, Robert Johnson est l'initiateur de la plus importante légende du blues. Exactement. Soit le fait que Robert Johnson est le premier homme à avoir vendu son âme at the crossroads. Exactement. Il a vendu son âme au diable pour pouvoir devenir le plus grand bluesman de tous les temps. C'est ce que la légende veut. Alors, c'est particulièrement intéressant parce que dans une de ses chansons qui s'appelle Come in My Kitchen, qui est probablement sa plus importante chanson, il y a des mots qui appartiennent à la culture vaudou. Telle qu'elle était pratiquée aux États-Unis, donc sous une forme de magie noire qui s'appelle le hoodoo. La toune est un rituel magique où il y a une invitation dans l'antre du magicien. Viens dans ma cuisine. Viens dans ma cuisine, il va pleuvoir. Et il y a des choses terribles à l'extérieur. Viens ici, tu vas être protégé. Il y a une scène dans le film où Mick Jagger chante cette chanson-là de façon exceptionnelle, pratiquement comme Robert Johnson à la guitare, et c'est l'initiation du rituel occulte qui est le performance dans le film. À partir de ce moment-là, la magie, la sorcellerie s'est installée dans le film, et c'est la musique qu'il a choisi pour initier le rituel. Donc, c'était cette chanson de Robert Johnson qui ouvre
notre performance, qui ouvre notre sort. Maintenant, à partir du moment où Mick Jagger joue cette chanson-là, soit dit en passant, là, Jean-Michel, c'est pas une opinion personnelle, puis c'est pas un stretch d'analyse que de dire que cette chanson-là est une conjuration oudou. C'en est une. Il y a des termes qui sont utilisés dans le film, particulièrement The Nation Sack, on vient d'entendre le terme dans cette chanson-là, qui est une espèce d'amulette que les femmes utilisaient pour se protéger et pour faire des sorts d'amour. Donc, quand Mick Jagger chante cette chanson-là, d'ailleurs, il le joue de façon très érotisante. Il invite sexuellement, psychosexuellement, mentalement, dans le rituel occulte, le personnage du gangster que joue James Fox, Chaz. À partir de ce moment-là, la réalité telle qu'on la voit dans le film devient excessivement subjective. À partir de ce moment-là, Mick Jagger cite des passages des ouvrages de l'auteur argentin Borges. Il fait référence à la fameuse maxime qui est l'incarnation même de toute la pensée occulte des années 60. C'est devenu d'ailleurs la phrase phare des magiciens du chaos, de la théorie du chaos aussi en physique, pas juste la magie. C'est le fameux nothing is true, everything is permitted. Rien n'est vrai, tout est permis. Cette phrase-là, elle vient de Nietzsche. Elle vient pas de Nietzsche, en fait. Elle vient du personnage du mystique perse Hassan Issaba, dont justement Mick Jagger fait référence dans le film. Mais cette phrase-là a été reprise dans Ainsi parlait Zarathustra, Also sprach Zarathustra de Nietzsche, pour expliquer justement le fait que la réalité, avec le statu quo tel qu'on se la représente, elle n'existe pas. La réalité est un processus d'observation subjective. Oui, en fait, elle a été aussi récupérée par le bras gauche ou le bras droit, tout dépendant c'était quoi sa position et où il était assis, de Tim Leary, Byron Geisen. Timothy Leary. Brion. Pas Brian. Brian Geisen. Bon, évidemment, on a Nietzsche, on a Timothy Leary, on a Terence McKenna, on a Borges, mais je pense que le penseur qui est présent de façon prépondérante dans ce film-là, c'est l'auteur argentin Borges. C'est ça, ouais. Évidemment, il y a un gangster dans le film qui lit Livre de sable. Il y a Mick Jagger le lit constamment. Oui. Et dans un des moments les plus importants du film, c'est-à-dire là où la réalité est déchirée en deux, il y a l'apparition pendant un flash frame du visage de Borges, mais une photo de Borges au moment où il est en train de perdre la vue. Donc ça devient intéressant parce qu'il est devenu aveugle, Borges. Ça devient intéressant parce que la réalité, telle que Borges lui-même se l'est perçue toute sa vie, est en train de disparaître. Ses repères est en train de s'évaporer. Parlons de Borges rapidement. Moi, c'est mon auteur préféré. Donc c'est parfait. Ça va très, très bien. Si Borges et Kafka n'existent pas, je suis prêt à couper mon sexe et à le vendre sur eBay. Il le faut. Si couper absolument. Mon sexe et le mettre sur eBay faisait apparaître les œuvres de Kafka et de Borges dans la réalité, je le fais maintenant à froid. Qu'on se le dise. Oui, propagez le mot. Propagez le mot. Quelqu'un veut mon sexe? 6 pouces et demi de bonheur, les amis. Donc, coupé dans une boîte en carton avec de la petite soie rose. Si possible, quand la boîte va ouvrir, il y aura une petite chanson qui va en chanter femme, enfant et manchot. Tout à fait. Oui. All right. Donc, on continue. Pourquoi Borges? Parce que Borges est un auteur qui a traité toute sa vie justement des mêmes jeux de miroir que traitent Donald Cammell et Nicholas Rugg dans ce film-là. Il y a souvent des transferts de personnalité, des arrêts du temps, des espaces labyrinthiques où les personnages sont confrontés à une vision de la réalité qu'ils n'avaient pas. C'est vertigineux lire du Borges. Quand on lit, des fois c'est des textes qui durent 20 pages, c'est des nouvelles, on se retrouve projeté dans une vision du monde qui décompose. Qui est en train de redéfinir les compositions du monde. Oui. C'est ce que Performance essaye de faire, tout ça sous le couvert de la contre-culture du sex, drug and rock'n'roll. Mais Mick Jagger était parfait pour ce rôle-là, absolument. Justement. Et le niveau de dialogue aussi est propre. Il n'y a pas beaucoup de dialogue chez Borges, mais Borges avait le sens de la phrase incisive et profonde et chargée. C'est ce que, à la scénarisation, Cammell a réussi à faire. D'ailleurs, le Nothing is true, everything is permitted qui règne sur le film et qui est emblématique, fait référence aussi à un texte de Borges. Un texte de Borges qui s'appelle Tlon Ucbar Tertius Orbus. Un texte où des scientifiques, des intellectuels trouvent dans une encyclopédie, l'encyclopédie britannique, un article sur un pays
dans une culture, la culture d'un pays qui n'existe pas, Tlön Uqbar. Et il y a tellement de scientifiques à travers les décennies qui vont se plonger sur ce texte-là que tranquillement pas vite, notre réalité va finir par être conceptuellement infectée et devenir de plus en plus, à partir de l'obsession thématique qu'on a, comme Tlön Uqbar. C'est le thème du film. C'est exactement ça le thème du film. Il suffit d'une fumisterie dans une performance bien cintrée pour changer les paramètres complets et totaux de comment on perçoit la réalité. Oui. Il suffit d'une coche, il suffit d'une fissure. D'un déplacement infinitésimal d'une valeur ou deux au bon moment pour que la perspective qu'on a du monde ressemble de plus en plus à celle de la folie. On pense aussi au concept cassanédien du déplacement des anneaux. Du déplacement de l'anneau, c'est exactement ça. Il suffit de prendre une drogue, d'avoir un traumatisme, tout ça dans un rituel bien encadré. Bien contrôlé, oui. Pour que la perception qu'on a des choses change à tout jamais. Certains appellent ça du fanatisme, d'autres appellent ça de la folie. Je pense que le film et l'époque, la contre-culture en général, s'en fout. C'est pas important. Des gars comme l'ethnobotaniste Terence McKenna a pris du DMT durant tous les années 60 dans le but de voir des self-replicating elf machines. C'est un individu, d'ailleurs, c'est un des importants perpétrateurs de la théorie de la fin du monde en 2012. Absolument. Il a tracé un time graph qui détermine que l'espèce de ligne cardiaque de notre civilisation s'éteint en 2012. À savoir si on va la réanimer ou si on va être fini à ce moment-là. Ça, il n'en a jamais parlé. Et on va continuer à en parler encore et encore et de plus en plus. Il faut considérer, en passant, Jean-Michel, que comparativement à Timothy Leary, là, Terence McKenna n'était pas juste un illuminé. Hein. C'est un bonhomme qui a pris des drogues, mais oui, c'est un gars qui a aussi été un fervent adepte de la théorie de l'homme de Cro-Magnon gelé. Selon Terence McKenna, on relie ça encore à 2001, n'est-ce pas? Selon Terence McKenna, l'implantation des idées dans le cerveau du primate au tout début des temps, celle qui fait que l'homme a trouvé l'idée de construire et d'inventer, vient probablement d'une prise de champignons psychotropiques. De là, ça ressemble à 2001, le contact avec le monolithe que les singes ont, qui les force à créer et à détruire en même temps. Oui. C'est aussi le thème fondamental de Performance, destruction-création. Il y a ça dans le film. Il y a définitivement cette idée-là fondamentale dans le film de... Oui, prendre des substances permet la libération de la pensée, mais c'est le début d'un processus. Exactement. C'est pas le processus en lui-même, c'est la performance, c'est le début. C'est pas comme Timothy Leary, Terence McKenna. Terence McKenna et Carlos Castaneda, deux des chantres de cette époque-là, deux des malencontreux gourous du New Age, bien qu'ils ne le soient pas vraiment. C'est ce qu'ils disaient. La drogue est un point de départ. Après ça, le rituel la continuation du processus se fait complètement différemment. Performance commence comme ça. On commence le rituel avec la musique de Robert Johnson pour conjurer le sort. Ensuite, on utilise les thèmes du tarot. Le personnage de Chaz est un fool. Est un comment on dit en français? Il est le mât. Le mât, c'est ça. Il est le mât. Et le personnage de Chaz, le personnage de Turner, le rockstar, est le magicien. C'est le battleur. Ils ne sont, par contre, que le même symbole. Dans le tarot de Marseille, il est important de dire que la première carte, c'est le magicien, le battleur, celui qui a tous les outils dans les mains pour commencer le rituel. Et la dernière carte, ou la première, dépendamment des lectures qu'on fait, c'est une carte qui est frimée dans le tarot. C'est une carte qui n'est pas numérotée, c'est la carte 0. C'est celle du mât, du fou, du fool. Un personnage qui a les mêmes facultés que le battleur, mais il n'a aucun des outils. Il est totalement dépouillé. C'est des cartes inversables dans le tarot. Elles peuvent s'influencer l'une l'autre, mais elles sont dans les mêmes zones. De même que les personnages qui sont interprétés par Mick Jagger et James Fox, pardonnez-nous. Je me suis trompé avec l'orange mécanique. C'est une inversion dans un jeu de tarot. C'est intéressant que tu dis ça parce qu'il y a énormément d'efforts à créer et à comprendre le tarot comme étant une histoire. Comprendre le tarot comme étant une linéarité historique qui n'est pas une ligne, mais qui est un cercle, donc un recommencement constant. Et en même temps, on a cette présence-là dans les arts. Je pense beaucoup à la musique, mais c'est ça, on parlait de Robert Johnson comme étant un ancien musicien, mais qui est dans quelque sorte, c'est discutable, mais qui est
le catalyseur de la modernité en musique. Oui. C'est un des premiers gars qui a amené une non, musique. son son était résolument moderne à l'époque. Oui. Et ça se termine, le sens se termine avec, comme on expliquait, la première console 9 Moog, qui réutilise des vieux sons. Oui. Donc, on a un avancement, mais un reculement en même temps. On a l'utilisation du tarot qui est une linéarité circulaire. Oui. Donc, tout ce qui englobe ce sort-là n'est qu'un grand cercle, n'est que l'idée de la complétion, l'entité. En même temps, on a aussi des personnes qui... Et là, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais en fait, les personnages ne se parlent jamais comme étant des him or her ou des it. C'est toujours Mick Jagger, des fois il est elle, des fois il est il. Les deux femmes, des fois, sont des ils. Et on a ce sentiment de l'androgynie, la complétion, le complétude, l'entier, qui est encore une forme circulaire. Tout à fait. On a la présence de l'anima et de l'animus, oui, qui est très, très cher à notre psychanalyste préféré, Jung. Justement, un spécialiste de l'analyse avec le tarot. Oui, c'est un spécialiste c'est un homme qui utilisait le tarot beaucoup pour faire de la psychoanalyse Jung et qui connaissait beaucoup les archétypes. C'est particulièrement intéressant dans ce sens-là qu'il y a une psychanalyse extrêmement créative avec les symboles archétypales qui sont récurrents évidemment dans le tarot. Justement, l'androgynité dont tu parles, la présence de l'anima et l'animus, il y a deux personnages féminins dans le film qui sont à la fois des personnages très très forts, mais à la fois ils ne sont que le reflet féminin des personnages masculins dans le film. Il y a une femme française androgyne dans ce film-là. Il y a une très belle scène parallèle où le rockstar a une relation sexuelle avec sa copine, qui est une splendide British blonde complètement délurée, et que le personnage gangster a une relation sexuelle avec la petite française Anita Pellenberg, qu'elle s'appelle. Et le personnage de Chaz a une relation sexuelle avec la française androgyne. Et là, pour le plus grand plaisir du spectateur, à l'époque ça a dû choquer, on voit que dans le désir que ces gens-là ont, Mick Jagger est en train d'avoir une relation sexuelle avec James Fox. Avec James Fox. Là, c'est plus vraiment important qui a le sexe de qui a l'identité de qui. À ce moment-là, il y a une orgie qui est faite conceptuellement avec tous ces gens-là. Exactement. D'ailleurs, le jeu de miroir est très important dans le film. Le personnage de Anita Pellenberg prend un miroir et juxtapose le miroir sur le corps du gangster pour que le sein de cette femme-là a l'air d'être sur le corps du gangster. Elle transpose avec des jeux de miroir son visage. Les jeux de miroir sont très, très intéressants dans le film parce que justement, les gens essaient de se faire confirmer leur identité en se regardant et se rendent compte que finalement, ils ne sont pas ce qu'ils pensent qu'ils sont. Ben, c'est le but ultime de cette performance-là, c'est d'abolir, on le disait auparavant, on le répète encore, l'abolition de l'ego, l'abolition de la personnalité fixe. Et on passe à travers une destruction complète du corps. On passe à travers nos référents personnels. Je suis un homme. Oui. Je fais l'amour à des femmes. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas une femme, tu es les deux. Tu n'es même pas je. Ton ego va être déconstruit. En fait, c'est ce que veut faire Mick Jagger dans le film après des années et des années de réclusion, de méditation, de lecture de Borges, de lecture de Nietzsche, de méditation transcendantale en utilisant la musique. Oui. Mick Jagger sait qu'il est temps pour lui, et c'est Borges tout particulièrement qui lui a donné l'idée finale dans le film, il est temps pour lui d'abandonner les paramètres de son identité et peut-être même de les transférer. Ça, c'est mon opinion, du moins à propos du film. La fin du film est extrêmement ouverte, un peu comme 2001. Mais à mon avis, il y a un transfert d'identité. On a brisé l'identité, puis on devient une espèce de psychopompe, et on fait simplement absorber l'identité de l'autre. En ce sens, c'est comme le film de Patrice Lecomte, L'homme du train. Oui. Les deux films se ressemblent beaucoup. Disons que L'homme du train sera une version un peu soft, un peu pépère avec Rockstar inclus. Johnny Hallyday inclus, oui. Il y a un désir de... Non, actuellement, j'ai besoin de tes démons. Oui. Tu as besoin des miens. C'est comme ça qu'on va continuer. C'est ce qu'il y a de très beau aussi dans le film. On va peut-être passer plus légèrement sur la fin, mais les commentaires se multiplient. On a beaucoup de... Bon, peu importe ce que la fin vous dit, c'est à vous de décider. Oui, tout à fait. Oui, c'est complètement ouvert. Même Nicolas Roeg et Donald Cammell se foutent complètement de la fin. Pour eux, c'est tant mieux si c'est ouvert. Mais la plus belle phrase qui a été dite, moi j'ai l'impression par rapport à ça, c'est que le film portait une puissance et un message qui était tellement majestueux, réussi et important que les personnalités qui étaient autour de ce film-là, qui gravitaient, le monteur, le caméraman et tout, s'entendent à dire que
il pouvait se passer pas mal n'importe quoi dans le film. Oui, tout à parce fait. que ça marchait. Oui, en ce sens, le film est un processus magique. C'est un sort, comme on le retrouve beaucoup dans la tradition de la magie du chaos. La magie du chaos est une magie qui est née dans les années 70, plus particulièrement sous le nom d'un magus qui s'appelait Peter J. Carroll, et Austin Osman Spare, qui est le créateur de cette forme de magie-là, qui est une magie éminemment moderne. On va créer ses propres paramètres mystiques pour aller générer avec ses référents. D'ailleurs, on peut créer ses propres dieux, ses propres divinités. Actuellement, en fait, Mick Jagger, c'est ce que Mick Jagger fait dans le film. Il fait un rituel de chaos magic en invoquant Robert Johnson, le bluesman, comme s'il était littéralement un passeur voodoo, une espèce de... Il est littéralement l'incarnation de Papa Legba dans le voodoo. C'est une divinité musicale? Ouais, mais maintenant, c'est une divinité musicale. Tu sais. C'est ce que Jimi Hendrix faisait, l'invocation de vieux esprits archaïques qui faisait que c'était devenu un dieu de la musique. Oui, exactement. Donc, Mick Jagger fait du chaos magic. Oui, absolument. C'est ce qu'il fait pour justement briser son identité et la redéfinir. Oui, absolument, Et pour faire ça à Chaz aussi. Chaz est comme un vecteur de violence dans le film. Lui, il est un vecteur de création, mais les deux sont interchangeables. D'où l'omniprésence des jeux de miroir et aussi l'omniprésence, évidemment, dans le film, de l'arme à feu et de la balle qui va dans l'arme à feu. Le substitut pour le pénis, là, est même pas déguisé. Littéralement, le personnage, souvent, après avoir tué quelqu'un, il tient le gun à la hauteur de son sexe, comme s'il le masturbait. Et c'est intéressant aussi de voir que c'est ce qu'il définit. C'est son pénis, son arme à feu qui le définit. D'ailleurs, quand il est brisé, il est déconstruit dans le film. Mick Jagger démonte son gun. Ouais. C'est comme s'il était en train littéralement, ça c'est toi, c'est ton sexe, ça c'est ton ego, c'est ton gun. Alors moi je défais ton petit gun parce qu'à partir de maintenant t'es plus défini par ça. Je viens de défaire ton identité. Je viens de te déconstruire. C'est vraiment beau comme observation. Je l'avais pas fait. J'ai en fait. Ça va avec l'expérimentation quelle est idéoscopique que le film essaie de faire. Le film t'as probablement remarqué que le film a un processus de mosaïque. Oui. Ça fait penser un petit peu à Natural Born Killers, en ce sens que il y a plusieurs films plusieurs scènes dans le film qui sont inspirées de d'autres mouvements cinématographiques. Le film noir, tout d'un coup. Là, tout d'un coup, il y a le vidéoclip. Oui, le vidéoclip, il faut en parler. Ouais. C'est probablement, on le dit assez souvent, c'est probablement un des films qui a amené l'émergence du vidéoclip. Ouais, c'est un précurseur de MTV. Il y a beaucoup de choses aussi. Je trouve que mais ça parle. En fait, j'ai beaucoup pensé à performance tel qu'il a influencé le monde. Les plans parfaitement symétriques comme dans Magnolia. Oui, tout à fait. Justement, Magnolia. Le jeu de miroir, la symétrie des jeux de miroir, le thème de la symétrie miroitée est très importante dans le film et elle est très bien imagée à l'écran. Les hommes deviennent des femmes, les femmes deviennent des hommes. Mick Jagger devient le gangster et le gangster devient Mick Jagger avec ces jeux de miroir-là, parfois figurés, parfois totalement véritables. Mick Jagger va littéralement juste mettre un petit miroir carré dans le visage du gangster pour juxtaposer son visage sur le sien. On a même un bris de miroir à un moment où Mick Jagger se regarde dans le miroir et doit briser le miroir avec le fusil. Donc, je veux même pas commencer à parler de la symbolique derrière ça. À un moment donné, il y a aussi des moments, ça c'est très Natural Born Killer, je trouve, dans le film, où les protagonistes s'attaquent à l'auditeur. Il y a un moment donné une scène où un boxeur frappe dans la caméra, donc frappe, c'est quand même un peu surprenant. Je me dis sur grand écran, ça devait frapper en 70 quand le film est sorti. 68, le film a été fait. Il y a un boxeur, à un moment donné, le personnage de Chaz tire dans la face de l'auditeur, ce qui est un peu comme le bris de la linéarité au cinéma tel qu'on l'envoyait dans The Grain Train Robbery, tu sais, où le film muet où le cowboy tirait sur l'auditoire. Il y a une espèce d'interaction où le quatrième mur est défoncé. En fait, s'il y a quatrième mur, l'hymen du quatrième mur, du vagin de la fiction qui est ce film-là, est délicieusement et répétitivement déchiré. Ah oui, on apprend, on le voit assez souvent, on a appris que dès que l'acteur tourne et regarde la caméra, ça l'interpelle immédiatement l'auditeur et il y en a. En fait, on défonce des hymens beaucoup dans ce film-là. Ah oui. L'hymen de l'inconscient, l'hymen de l'art, l'hymen de l'auditeur aussi. En fait, je trouve que l'hymen, dans ce cas-là, c'est vraiment l'écran de cinéma qui est constamment déchiré par les procédés de mosaïque du film. Cette espèce d'attaque-là de in your face où il y a une éruption où les personnages défoncent le mur de la réalité fictive pour faire éruption dans la nôtre. Ce qui me mène à ma corrélation personnelle où est-ce que je suis allé voir. J'ai vu un peu performance pour les personnes qui seraient
pas encore curieux, allez le voir. Regardez Performance comme étant une fusion parfaite entre le film The Dreamers de Bernardo Bertolucci et Fight Club. Les corrélations avec Fight Club sont incroyables. J'avais pas pensé à ça, mais oui, tout à fait. C'est un peu le Fight Club de son époque. Hein? Le sous-sol, la maison qui est vide, l'initiation, la balle à la tête. L'interaction entre deux personnages opposés où il y a la stricte possibilité qu'il y ait un des personnages qui soit fantasmé. Et qu'un devient l'autre pour devenir quelqu'un d'autre. Ça prend une intégration, il y a une émergence, c'est le mélange de la violence et de l'érotisme. Oui, la collision de deux personnalités pour en faire une. Oui. Il y en a la fusion de deux identités aussi. Oui. Le mélange d'érotisme et de violence physique. Ouais, absolument. Oui. L'homosexualité à peine déguisée. Ouais, c'est vrai que Performance est très près de Fight Club. Jean-Michel, j'avais pas fait la corrélation, mais Performance c'est un Fight Club non nihiliste où il y a la possibilité de transcendance. C'est ça, on parle plus de corporatif, on parle plus le combat n'est pas physique. C'est pour ça que Fight Club. Fight Club, c'est comme le short boss. Il est relié avec Short Boss. Dans le fond, comme le personnage de Justin Bond le dit dans le film, notre époque est exactement comme les années 60, mais il n'y a plus d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Super belle ligne. Mais en fait aussi, il y a une émergence pendant ce temps-là de deux œuvres majeures que je trouve qui sont probablement découlées de Performance. Évidemment, on parle de la trilogie Illuminatus de Robert Shea et Robert Anton Wilson, où le personnage de Hassan Issaba est probablement le personnage principal. Oui. Je dis probablement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont incertaines, mais encore, le livre est une performance. On a 50% du livre étant véridique, 50% du livre l'étant pas. Oui. C'est un film c'est un livre aussi qui est un livre phare du mouvement discordien. Ben oui. Et qui utilise des procédés de magie chaotique, de même que le film le fait lui-même. Puis ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est un film qui est inspiré beaucoup aussi du personnage de Jerry Cornelius. Et c'était mon deuxième. Oui. Et Jerry Cornelius, moi, pour ce que j'en sais, il a les cheveux verts. Ben en fait, Jerry Cornelius, qu'est-ce qu'il y a de fascinant par rapport à ce personnage-là, de l'auteur Michael Moorcock, il a commencé à écrire Jerry Cornelius vers la mi-année 60. Et ça mène jusqu'à 1969 avec The Black Corridor, qui est considéré comme vraiment une grande œuvre, pas pour Jerry Cornelius, mais pour Michael Moorcock. Le personnage de Jerry Cornelius n'est jamais physiquement la même personne d'un livre à l'autre. Non, son aspect physique est constamment en constante fluctuation. Il est afro-américain dans un livre, il est complètement albinos dans un autre. Ben tu vois, c'est parfait ça, parce que c'est exactement encore le thème qui est prépondérant chez Jodorowsky, qui est prépondérant chez Kubrick, qui était omniprésent durant la contre-culture et particulièrement le mouvement occulte renaissant des années 60. Le personnage de Chaz se teint les cheveux en rouge et porte des lunettes fumées et se fait passer pour un jongleur, littéralement comme s'il était. Ça nous ramène au tarot, comme s'il était justement le battleur, le fou, le fou du roi, en quelque part. L'amuseur public, la figure pas sérieuse, disons. Mais il y a énormément, il y a une convergence vers Performance ou en sortant de Performance vers ces grandes œuvres de la contre-culture ou de la culture subversive de ces années-là. Le Swinging Sixties, en fait, moi, je pense que ça culmine à Doctor Who. Oui, tout à fait, à la série Doctor Who, dont le personnage de Mick Jagger est pratiquement une référence non déguisée. Oui. Hein. Il est il est un psychonaute des réalités parallèles, des réalités parallèles de notre monde. En fait, je me rends compte, en parlant de Performance, c'est intéressant. Moi, j'ai vu le film l'année dernière pour la première fois. Pour la simple et unique raison qu'il est sorti l'année dernière pour la première fois en DVD. Okay. Il n'existait pas ce film-là en DVD avant. Donc, c'était une découverte que j'ai faite assez relativement récemment. Et c'est la constatation que le film est vraiment une pierre philosophale de toute la pensée contre-culturelle et occulte des années 60. Absolument. Tout est dedans. Tout est dedans. Borges, c'est un film qui a probablement inspiré Robert Anton Wilson. C'est un des films préférés de l'auteur de bande dessinée lui-même, Chaos Magician, Grant Morrison. L'auteur de bande dessinée, Alan Moore, a essayé durant des longues périodes de temps dans sa carrière d'émuler à la perfection le niveau de dialogue incisif qu'il y a dans ce film-là. Il y a des lignes inoubliables dans ce film-là. Jean-Michel, tu te souviens quand le gangster regarde Mick Jagger puis il fait « You're a funny little geezer. You'll look funny when you're 50. » You'll look funny when you're 50, ouais. Ma foi, c'est hilarant quand on pense que qui aurait pu penser que Mick Jagger serait encore une rockstar qui look funny as hell. Ouais. C'est exactement ça qui est arrivé. In his 50, Mick Jagger est devenu une espèce de caricature de Mick Jagger. Oui, ben c'est l'accomplissement du sort. En fait, si
En fait, c'était très clair maintenant après l'émission que le performance est un sort. Le sort a été orienté envers tout et il a probablement réussi. C'est l'émergence fractale presque que performance a réussi à influencer des sphères littéraires, des sphères musicales, des sphères cinématographiques, des sphères de tous les arts. C'est bien dit, Jean-Michel. Je pense que t'as résumé à la perfection, avec ce que tu viens de dire, la capacité que le film a dans son approche occulte. C'est un film qui est fractal. Mm-hmm. C'est-à-dire que peu importe l'angle dans lequel vous l'observez, qu'il soit infiniment petit ou infiniment grand, vous allez retourner au même thème. C'est des thèmes qui sont concentriques et qui se recoupent les uns les autres. Mm-hmm. Et c'est comme si le film était une espèce de toile qui étend ses différentes branches dans toutes les excroissances de l'occultisme dans les années 60. Dans le centre, on retrouve Performance qui est la goupille de la grenade, disons, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui cache et qui révèle. On a vraiment une réussite cinématographique qui est encore plus extraordinaire dans le fait qu'elle est influentielle comme c'est monumental, mais que personne, et où il y a très peu de gens qui sont informés de cette œuvre magique. Ma foi, littéralement magique. Oui. On vous invite à découvrir, pour ceux qui ont l'intention de se faire provoquer et d'aller douter de ce qu'ils croient être un statu quo. Le film est tout à fait à vous recommander. Absolument. N'oubliez pas la maxime du film, la maxime de la pensée, de la magie chaotique. Rien n'est vrai, tout est permis. Ne l'oubliez pas. Car la semaine prochaine, on s'attaque à quelque chose d'autre. Un chef-d'œuvre oublié, très, très peu vu. Absolument. Un film british des années 60 qui va très, très bien comme excroissance thématique. Ça suit bien le film qu'on a traité aujourd'hui. C'est un film qui s'appelle Conundrums of the Flesh, de son titre original. Malheureusement, le montage américain de ce film-là en a fait une espèce de pseudo-comédie érotique, mais n'a pas réussi à cacher la profondeur du film pour autant. Le film, tel qu'on le connaît, s'appelle Here Today or Gone Tomorrow. C'est une réflexion, à propos de William Reich et sa théorie de l'orgone. C'est un film qui est pas beaucoup couvert dans les médias. Les gens en parlent très très peu. Et nous, on a l'intention de décortiquer ce film-là à la perfection. De fond en comble. Donc, pour la semaine prochaine. Est-ce qu'on finit à Kula Shaker? On écoute Kula Shaker ou on écoute la chanson de Mick Jagger? Oh, ce serait important, je pense, de finir avec la chanson qui a terminé, qui couvre le film. Ça s'appelle Memo from Turner. Est une chanson de Mick Jagger avec Ry Cooder à la guitare. On écoute ça. Merci beaucoup. Passez une très belle fin de semaine.